Merci beaucoup. Merci, Jim. Et j'aimerais remercier les personnes qui m'ont invité à participer à ce webinaire aujourd'hui. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous tous et vous toutes, mes collègues inestimés. Je vous parle aujourd'hui de Toronto. C'est le territoire non cédé des New Mississauga du Crédit. Je vais vous partager mes diapositives. Juste un instant et voyons si nous pouvons les faire avancer. Avant de vous parler des changements de politique, j'aimerais commencer par vous dire deux choses. Peggy nous a demandé ce que nous avons appris de la pandémie. Je crois que nous avons appris beaucoup de choses et nous avons tous vécu ceci de notre propre façon. Mais si nous examinons l'inégalité, nous avons vu des inégalités entre les nations par rapport au vaccin. Mais même au sein de notre propre pays, nous avons vu de sérieuses inéquités parce que la pandémie a affecté les Canadiens les plus âgés, les populations autochtones, les travailleurs et les travailleuses marginalisées et les personnes autres. Et il faut comprendre le pouvoir et l'impact d'avoir des politiques équitables et à quel point elles sont importantes. Je crois que c'est un moment si approprié de pouvoir parler des politiques publiques saines et l'équité et ce que cela signifie. J'aimerais aussi vous dire que des politiques de santé saine est un sujet qui est énormément varié. Donc, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de parler de tous les aspects de politique publique, y compris la sécurité du revenu, non seulement pour les personnes âgées, mais pour les plus jeunes Canadiens également, ainsi que les services de garderie, les politiques en matière d'impôts et de taxes, de transport. Ça fait partie de la conversation que nous devrions avoir. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur les différents moyens les modes de vie. Alors, j'aimerais vous parler ici du récit concernant les Canadiens, les Canadiennes âgées, des options pour les Canadiens âgés et la conception des politiques publiques. Alors maintenant, regardons une histoire. Alors, Peggy a mentionné que les paroles que nous utilisons sont très importantes. Mais ce qui est important, c'est comment nous réunissons, nous jumelons ces mots et pour façonner une politique publique saine. C'est de déterminer exactement à quoi faites-vous appel, quelles sont vos préoccupations, quels sont les enjeux. Et au Canada, malheureusement, nous avons un récit quand même assez négatif au sujet des Canadiens. Alors, nous avons cette idée du tsunami argenté. Et donc, évidemment, ici, on a démontré que le nombre de Canadiens pour la première fois, ou les Canadiens plus âgés, pour la toute première fois, dépasse le nombre de plus jeunes Canadiens au Canada. Et donc, il y avait cette image, même avant les données du recensement, il y avait ces énormes vagues ici au Canada. C'est inapproprié et en fait, ce n'est pas exact. Et certains de mes collègues l'ont mentionné. Nous avons des Canadiens plus jeunes, des Canadiens qui sont des Canadiens âgés qui sont plus âgés. Et donc, tout ce qui est nécessaire, leurs besoins, leurs capacités et essentiellement leur mode de vie, la façon dont ils vivent vont avoir un impact. Et comme mes collègues l'ont mentionné, nous avons vraiment besoin de choisir cette conversation quand on parle d'incapacité, de maladie. Alors, l'organisme des l'ODCE mentionne le fait que si nous examinons les personnes entre 64 et 65, tout à coup, vous faites partie d'une équation où vous êtes dépendant et vous êtes du côté négatif. Et donc, je crois que c'est une préoccupation très importante. Enfin, j'aimerais vérifier quelque chose. Juste l'autre jour, à Statistique Canada, il y avait une note sur leur site Internet en disant « Nous avons changé le terme personne
seniors à des Canadiens plus âgés. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui nous a écoutés. Donc, qu'avons-nous besoin de faire? Nous devons passer de on ne peut pas à nous pouvons. Comme il a été mentionné, nous devons maintenant nous concentrer sur la capacité et pas les conversations qui sont déjà existantes et regarder les contributions positives. Donc, en Europe, on dit, si vous avez une population plus âgée, ça veut dire que vous avez fait certaines choses très, très bien et vous devriez reconnaître le savoir, l'expérience et les soins. Et nous devons examiner ce principe de réciprocité. Nous avons quelque chose à s'offrir les uns aux autres. Et ce n'est pas seulement une génération qui dépend d'une autre génération et qui va créer un fardeau pour l'autre génération. Nous pouvons le faire de différentes façons. Comme Peggy l'a mentionné, les aînés des communautés autochtones reçoivent tellement de respect et nous ne faisons typiquement pas cela. Et donc, j'aimerais changer le récit de besoin à droit. Souvent, on parle de droit parce que les gens ont toujours peur qu'il va y avoir une poursuite devant les tribunaux ou il va falloir changer la charte. Je crois que du point de vue de cette conversation, nous parlons vraiment des droits d'avoir une vie digne et de faire des choix. Et il y a des gens qui n'ont pas ça dans certaines communautés. Alors, voici ce que nous avons en matière d'options. Je caractérise le Canada comme étant une option à deux portes quand il est question de comment nous vivons. Soit que la personne vit seule à la maison avec un peu de soutien de la part de préposés aux bénéficiaires, ou vous avez du soutien de préposés aux bénéficiaires informels qui offrent des milliers de soins de santé et en grande partie, ces personnes ne sont pas reconnues. Et de l'autre côté du spectre, il y a des personnes qui sont dans des foyers et je crois que nous devons passer de deux portes à ceci. Nous avons besoin de plusieurs options et c'est notre défi de combler les écarts. Alors, voici quelques exemples d'options futures. Comme je l'ai montré, quelques exemples ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui font des choses magnifiques et du travail incroyable. Et donc, voici certains exemples. Donc, on va commencer avec vivre seul. On a besoin de bâtir le soutenir et offrir du soutien et reconnaître ces aidants informels. Mais il y a d'autres options. Dans d'autres pays autour du monde, il y a différentes interventions basées sur les capacités. Aux Pays-Bas, c'est intéressant parce que ce sont des unités d'infirmières qui vivent au sein des communautés, qui visitent les personnes qui vivent seules à la maison et les aident de façon positive, les aident à se lier à des liens sociaux, les aident à fonctionner dans différents domaines. Et donc, nous avons une pénurie d'infirmières ici au Canada. C'est un problème grave. Et si nous pouvons penser à des options qui sont basées dans la communauté. Et donc, les gens pourraient aller visiter les gens à leur domicile avec un contexte de poser des soins. Donc, ici, il y a des entraîneurs qui vont chez les gens et leur demandent quelle capacité avons-nous besoin de restaurer? Parce que les gens doivent être reconnus comme ayant des capacités, des habiletés, non seulement des maladies. Et donc, il y a différentes cultures autour du monde qui vivent avec des familles élargies. Et donc, on trouve rarement ce genre de logement au Canada. À quand remonte la dernière fois où vous avez vu un exemple où il y a un premier étage avec un espace de vie, ici qu'une toilette et un salon accessible. Dans le passé, on appelait ça des logements de grand-maman. Il y en a, on en retrouve dans certaines municipalités, mais comment allons-nous faire ça? Donc, souvent, il y a des barrières,
obstacles auxquels nous faisons face, parce que les familles ont besoin de ces options et choisiraient ces options si elles étaient disponibles. Des modèles intergénérationnels où, typiquement, des générations plus jeunes et plus vieilles vivent ensemble et ils n'ont pas nécessairement de lieu de parenté. Il y a tellement d'exemples et de modèles incroyables où il y a un partage d'expérience, il y a du mentorat et nous avons vraiment besoin d'examiner ces options. En ce qui a trait au logement, souvent, nous voyons des étudiants, des étudiantes qui partagent un espace avec une personne plus âgée afin de payer un loyer très faible ou pas du tout. Aussi, il y a des gens qui font des échanges où ils vont pelleter la neige. Et on regarde aussi une autre option, entente de cohabitation. Ce genre de choses qui existent maintenant. Ce sont des gens avec aucun lien de parenté qui veulent partager un logement ou une maison. Ils ont leur propre appartement et partagent des endroits communs. Donc, ce n'est pas nécessairement une option facile, mais il y a comme Ridgeway Dementia Village aux Pays-Bas, Langley en Colombie-Britannique, et, pardon, la maison Abbeyfield. Il y a des gens qui commencent à avoir ces ententes de cohabitation. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent vivre ensemble. Nous avons vu des exemples incroyables. Et donc, il y a un groupe à Winnipeg. Et j'aimerais aussi mentionner un groupe à le village éco-respectueux à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse. Et un foyer pour les personnes autistes à Calgary. Et donc, il y a des gens qui souhaitent vraiment ce genre de cohabitation. Mais le problème en ce moment, si vous parlez à des planificateurs urbains, ils ne sont pas vraiment conscients de l'existence de ces options où il y a des règlements municipaux qui mettent des obstacles. Il y a certains règlements qui s'assurent qu'on n'empêche pas ce genre de logement. Parler aux banques qui ne comprennent pas typiquement le fait que plusieurs personnes qui partagent des coûts. Parler aux avocats qui ne savent pas quoi faire quand il y a des gens qui veulent vivre de certaines façons. Et donc, nous avons beaucoup de travail à faire en ce qui a trait à faire en sorte que ça devienne, ça passe à une option peut-être un peu plus traditionnelle. Alors, je vais vous parler ici de certains endroits. Même ici au Canada, nous voyons des villages. Plutôt que de mettre quelqu'un dans un logement, vous créez des villages. Les gens peuvent aller dans un parc, peuvent aller à l'épicerie avec des amis et personne porte une chemise blanche ou une tunique blanche. Ça démontre qu'il y a des soins qui sont donnés pour des gens dans un environnement sûr et sécuritaire. Et nous savons certainement le travail qui doit être fait. Alors, comment pouvons-nous maintenant créer des politiques pour avoir ce genre d'options? Alors, voici ce que nous avons maintenant. Nous comptons toujours combien ça va coûter et à savoir si ça va être une ordonnance du gouvernement ou basée sur la population. Généralement, terminons ces options par le biais de ces silos. Alors, comment est-ce que les gens peuvent payer pour ce genre de logement? Comment créer des options qui vont aider les personnes âgées au sein de nos communautés? Donc, voici, c'est créatif, c'est rempli de couleurs et ça mêle et mélange plusieurs choses ensemble. Et donc, je crois que pour construire nos politiques, pour élaborer nos politiques, nous devons avoir une approche essentiellement multisectorielle. Des ONG et des partenaires du secteur privé, des différents programmes dans plusieurs ministères et gouvernements, et des tables décisionnelles intergénérationnelles pour permettre la co-création et la co-conception. Et nous devons aussi essentiellement au sein de la cohorte des Canadiens plus âgés, c'est important de travailler sur l'accessibilité.
Et donc, on a parlé à des communautés axées sur les personnes âgées. Alors, ce qui est très important, c'est que quand vous intégrez l'accessibilité dans votre approvisionnement en eau et que ça fait partie de votre euh, conception, vous invitez tous les gens à participer. Et donc, ce ne sont pas seulement des individus qui vont devoir payer pour cette accessibilité. Ensuite, vous avez l'aspect des options abordables en matière de logement, d'aide et d'équipement, de mise à jour et de modalités de financement. Encore une fois, l'équité entre les générations, comme je l'ai mentionné, et d'avoir des conversations intergénérationnelles. Alors, en résumé, je crois que nous devons examiner la capacité fonctionnelle de passer de besoin à droit, de choisir des différentes options de logement et comment de faire la conception à partir de l'accessibilité, la planification communautaire, le retrait des barrières municipales, des incitatifs pour des options, des nouvelles options de logement, le financement pour le bien-être, le financement des infrastructures, le financement aux gouvernements locaux. Peut-être qu'on pourrait dire, le logement essentiellement du bien-être en ce qui a trait à l'infrastructure, c'est à propos du transport et des routes, mais peut-être que nous devrions réfléchir à ce genre de village dont je vous ai mentionné. Et enfin, le financement au niveau des gouvernements régionaux. C'est un grand problème au Canada et c'est une des choses qui va prendre un certain temps à résoudre. Mais les gouvernements municipaux sont très restreints à cause de la façon dont ils sont financés au Canada. C'est vraiment basé sur le revenu des communautés, ce qui signifie qu'il est difficile pour les municipalités de faire le genre de choses que nous cherchons. Et donc, nous devons reconnaître le besoin de financer les municipalités en ce qui a trait au divertissement, aux infrastructures et toutes ces options qui sont si importantes pour l'équilibre entre l'équité et le choix. Et enfin, nous avons besoin les uns et les autres. Si la pandémie nous a enseigné quelque chose, c'est le fait que nous ne pouvons pas oublier comment nous devons tous prendre soin les uns des autres. Et si nous gardons ça en tête dans l'élaboration de nos politiques, je crois que nous allons être en mesure d'avoir des politiques publiques saines. Merci beaucoup.